Bienvenue à aventuriers et aventurières. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportés dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Sais-tu qu'en France, d'après l'INSEE, une personne sur 6 est atteinte d'une maladie chronique? Aurélie fait partie de ces Français. À 26 ans, elle a dû faire face à un tournant inattendu dans sa vie, la découverte d'une maladie auto-immune chronique du système digestif appelée cœliaque. Mais plutôt que de laisser cette nouvelle réalité la limiter, elle décide de faire un pas audacieux vers l'inconnu. Dans cet épisode de notre podcast, nous allons vous présenter le récit de cette femme qui n'a pas laissé la maladie entraver ses rêves de voyage et d'aventure. Vous serez transporté dans son périple qui l'a emmenée au Canada puis en Nouvelle-Zélande, deux terres lointaines où chaque pas est une affirmation de vie et de détermination. En dépit des défis quotidiens, elle a embrassé chaque instant avec résilience et a découvert que la maladie pouvait être le catalyseur d'une vie épanouissante plutôt qu'un poids qui l'empêcherait de vivre. Son témoignage vous dévoile comment elle a trouvé la force de s'épanouir malgré les obstacles. Que vous viviez vous-même avec une maladie chronique, que vous connaissez quelqu'un dans cette situation, ou que vous aspirez simplement à entendre un témoignage inspirant, cet épisode devrait vous plaire. Coucou Aurélie. Bonjour Kelly, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de t'être levée en ce dimanche matin, puisqu'on a 18 heures de différence, elle et moi. Elle s'est levée en ce dimanche matin pour pouvoir répondre aux questions de PVTis, donc merci à toi. Et Aurélie, on va tout de suite attaquer. Quel est le mot que tu aimerais utiliser pour résumer ton expérience en PVT? Extraordinaire, parce que du coup la définition du mot extraordinaire, c'est en dehors de l'ordinaire. Et justement, le PVT nous permet de vivre des expériences qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans notre pays natal. Aurélie, comme j'en ai parlé dans l'introduction, à l'âge de 26 ans, ton état de santé a changé. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, sur le diagnostic de la maladie pour les auditeurs et les auditrices du podcast qui ne te connaissent pas? Alors comme tu as dit, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 26 ans. Donc j'ai commencé petit à petit à me sentir fatiguée, à avoir des troubles digestifs. Et j'ai fait de nombreux examens, donc des scanners, des IRM, des prises de sang, jusqu'à la prise de sang qui a diagnostiqué les anticorps de la maladie cœliaque. Et suite à ça, j'ai pu faire une fibroscopie, donc qui a confirmé que mon intestin avait été détruit et que j'avais bel et bien cette maladie. Et après tous ces mois de souffrance, j'ai pu enfin mettre un mot sur cette maladie et commencer donc le traitement qui est de sur un régime strict sans gluten. Est-ce que tu pourrais nous replonger aussi quel était ton style de vie avant de la détection de ta maladie? Est-ce que tu étais à l'école? Est-ce que tu étais déjà rentrée dans le marché du travail? Donc j'ai fini mes études après à 23 ans, donc ça faisait à peu près 3 ans que je travaillais. À l'époque où j'étais diagnostiquée, je travaillais en marketing chez Cdiscount. Donc j'avais un travail de bureau, souvent en télétravail. Ce qui a fait aussi que j'ai pas détecté la maladie très rapidement parce que j'avais un peu un confort de télétravail où j'avais pas trop d'efforts à fournir, et au fur et à mesure je me suis rendu compte que mes capacités diminuaient et que j'arrivais de moins en moins à faire des choses du quotidien. Et avant tes premiers symptômes, est-ce que tu avais des projets autres que partir vivre à l'étranger, ou est-ce que tu étais prête à vivre cette vie de métro boulot dodo? Alors j'avais déjà le voyage qui était ancré en moi. J'étais partie faire un Erasmus en Corée du Sud et j'avais beaucoup voyagé en Asie. Mais c'est vrai que c'était des projets plutôt liés à des vacances et pas vraiment à m'installer et vivre sur place. Et c'est vrai que j'étais plus partie pour une vie, comme tu dis, métro, boulot, dodo. Et j'avais cette idée de un jour partir vivre à l'étranger. Mais en effet, le fait d'avoir cette maladie a accéléré cette envie. Alors du coup, elle a accéléré l'envie, mais il n'y avait pas de peur liée à ça justement, à cette maladie et partir vivre ailleurs? Si, complètement. Complètement, partir vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur, qui m'a toujours donné envie et m'a excitée. Mais par contre, partir à l'étranger avec une maladie, ça c'est par contre quelque chose qui m'a beaucoup angoissée. Et avant de partir, j'ai fait des attaques de panique, j'étais très stressée.
je me suis un peu remise au sport, ou j'ai même aussi consulté un psychologue pour justement lui faire part de mes peurs et de mes angoisses. Parce que si justement c'est un sujet qui était préoccupant pour moi. Alors, qu'est-ce qui fait que toutes ces peurs, ces crises d'anxiété ne t'ont pas découragée justement à partir? Bah justement, en fait, j'ai quand même été malade pendant à peu près 1 an et demi, dont 4 mois où j'ai été alitée. Donc je me suis vraiment rendu compte en fait à quel point la vie était belle et elle valait la peine d'être vécue, et à quel point en fait du jour au lendemain, parce que vraiment ça m'est tombé dessus, du jour au lendemain tout pouvait s'arrêter, et qu'en fait on prenait vraiment beaucoup pour acquis le lendemain alors que rien n'était promis. C'était plus réaliser que tout ce que je voulais faire plus tard peut-être en fait n'allait pas pouvoir être réalisé parce que ce plus tard n'allait peut-être pas exister. Et j'aime bien dire cette phrase que je préfère mourir que ne pas vivre. Et en fait, pour moi, du coup, vivre dans une vie où j'écoute mes peurs, pour moi, c'est ne pas vivre. Donc, j'ai préféré affronter mes peurs, même si, c'est comme je te disais, physiquement, je faisais des attaques de panique et vraiment, je m'en sentais pas capable. Mais j'ai préféré aller au-dessus de ça et me faire violence parce que j'avais pas envie de vivre une vie où je restais chez moi et j'avais peur de l'extérieur et de faire des choses qui me sortaient de ma zone de confort. Est-ce que tu dirais du coup que cette prise de conscience que tu as eue, c'est un peu ça qui t'a guidé justement à surpasser tes peurs? Oui, complètement. Vraiment, cette prise de conscience que tout peut arriver du jour au lendemain et qu'il faut vraiment réaliser ses rêves maintenant et pas attendre. Et après, j'ai aussi été aidée. J'ai été aidée par un psychologue. Donc voilà, il faut aussi avoir beaucoup de compassion envers soi-même et se faire aussi accompagner si nécessaire parce que c'est pas un chemin qui est facile et qui se fait forcément tout seul. Et quel était ce premier rêve que toi, t'avais envie de réaliser? C'était vraiment partir à Montréal. Depuis que je suis toute petite, c'est un rêve que j'avais et que je repoussais justement en me disant j'ai commencé une carrière. De toute façon, j'imagine qu'on trouve toujours des raisons. Enfin, j'ai commencé une carrière, je vais pouvoir évoluer dans l'entreprise ou c'est peut-être le moment d'investir dans un appartement. Et c'est vrai qu'après la maladie, je me suis dit là, c'est le moment de réaliser mon rêve et qu'au final, c'était peut-être pas si grave de mettre en pause pendant 1 an ma carrière. Pourquoi Montréal? Depuis que t'es tout petite, t'avais déjà été en voyage? Non, j'étais jamais allée en Amérique et j'avais même pas une idée de à quoi ressemblait Montréal. Donc vraiment, j'ai pas vraiment de raison. Je sais pas, c'est un imaginaire que je me suis créé quand j'étais petite. Et, peut-être le côté américain mais un peu français qui m'a plu. Et comme tu l'avais dit, du coup, maintenant, tu allais devoir avoir un régime où tu pouvais plus consommer de gluten. Est-ce que tu t'es renseigné par rapport à Montréal ou au Canada en général, si justement ces contraintes allaient être faciles à gérer pour toi ou à l'inverse difficiles? Ou est-ce que tu t'es un peu jeté dans la gueule du loup, comme on dit, et t'es parti sans vraiment te renseigner? Alors je me suis beaucoup renseignée et justement le fait de se renseigner aide énormément à du coup calmer ses peurs et au final à se rassurer. Je me suis notamment rassurée sur les groupes Facebook. Donc dans n'importe quel pays, tu vas trouver Nouvelle-Zélande gluten free, Montréal gluten free, où du coup tu peux échanger avec des personnes qui ont le même régime que toi et tu peux leur poser des questions sur comment ils gèrent leur vie au quotidien, est-ce qu'ils ont des bonnes adresses à conseiller. Et il y a aussi une application par exemple qui s'appelle Find Me Gluten Free où tu vas trouver tous les restaurants où tu peux trouver des options sans gluten. Donc je les ai toutes enregistrées sur mon Google Maps à moi. Comme ça, je savais qu'une fois arrivée sur place, si je me baladais en ville, je savais où est-ce que je pourrais aller manger sans gluten. Et voilà, et puis surtout, c'est vrai, les groupes Facebook, de pouvoir échanger avec d'autres gens, on se sent moins seul et on a des conseils de personnes qui vivent sur place. Donc c'est vraiment précieux. C'est super comme conseil, tu vois, parce que j'étais au courant qu'il y avait les Français à Montréal ou les Français au Canada, par exemple, mais je n'avais aucune idée qu'il existait même des groupes Facebook qui sont liés par rapport à des contraintes alimentaires ou des maladies. Et je trouve ça vraiment génial, cette entraide entre les gens, parce que comme tu le dis, du coup, ça te permet d'affronter tes peurs un petit peu plus facilement. Et toi, du coup, d'un point de vue alimentaire, est-ce que, une fois que tu es arrivé au Canada, est-ce que la maladie a été plus facile à gérer pour toi en France ou au Canada? Au Canada, c'est vraiment beaucoup plus simple. Déjà, juste les personnes sont au courant de qu'est-ce que la maladie cœliaque, qu'est-ce que le gluten. Donc en fait, quand tu arrives au restaurant, tu vas dire j'ai la maladie cœliaque et les personnes de suite vont te dire il n'y a pas de souci, on va faire attention aux contaminations croisées, on va vous proposer quelque chose qui est sécuritaire pour vous. Alors qu'en France, si je dis j'ai la maladie cœliaque, il n'y a personne qui va savoir de quoi je parle. Donc déjà, c'est juste une facilité de pas avoir à expliquer, de pas être sûr qu'on se soit bien fait comprendre ou non. Et après, au supermarché aussi, il y a plein de produits qui sont étiquetés gluten-free.
Et par exemple, au Canada, s'il y a écrit gluten-free sur un produit, ça veut dire que du coup, il peut être mangé par les personnes qui sont cœliaques ou qui sont allergiques au gluten. Alors que par exemple, en France, il peut y avoir écrit sans gluten et à l'arrière qu'il y ait écrit peut contenir des traces de gluten. Donc ce sera un produit qui sera destiné aux hypersensibles, mais qui ne sera pas destiné aux personnes qui ont la maladie cœliaque ou aux personnes qui sont allergiques au blé. Donc ça fait on doit avoir encore plus d'attention quand on fait ses courses en France. Et par exemple, en Nouvelle-Zélande, l'avoine est complètement interdit parce que l'avoine a une conteneur, il y a des traces de gluten que du coup, par exemple, en Europe, on considère comme étant acceptable pour les personnes cœliaques ou allergiques, alors qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, l'avoine est complètement interdit, donc tu ne trouveras jamais de l'avoine sans gluten, qui est certifiée sans gluten. Tu as aussi des différences de réglementation entre les pays où du coup il faut aussi s'informer sur ces réglementations pour pas se faire avoir, quoi. Oui, parce que du coup, comme on a dit, tu nous parles depuis la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, mais là on était en train de parler du Canada. Donc qu'est-ce qui a fait que depuis le Canada, tu as finalement décidé de partir en Nouvelle-Zélande? Alors le Canada, je dirais que c'était un peu un premier pied à partir vivre à l'étranger qui était pour moi me semblait plus facile parce que forcément les Québécois parlent français. J'ai pu exercer mon métier de marketing vu que c'était en français les échanges que j'avais dans mon travail. J'ai facilement trouvé un appartement sur place. J'ai de la famille aussi à Montréal. Voilà, on peut facilement se faire des amis, comme tu dis, avec les Français à Montréal. On est très nombreux à Montréal, donc c'est très facile. Donc pour moi, c'était un peu voilà, c'était le premier pas vers partir à l'étranger, mais de manière plus simple. Enfin, en tout cas, moi qui me rassurais. Après avoir pris confiance en moi et du coup avoir remarqué que j'étais capable de faire ça, j'avais un peu envie là de me donner un énorme challenge qui était au contraire de partir à l'autre bout du monde, aussi parler une langue étrangère et je peux pas faire mon métier en marketing, je parle bien anglais mais pas au point d'écrire d'un anglais parfait. Donc en ce moment je travaille en tant que serveuse, donc je découvre aussi un nouveau métier. Donc c'est vrai que partir en Nouvelle-Zélande, là c'est vraiment un changement dans tous les sens du terme. Est-ce que tu te souviens si entre la transition Canada-Nouvelle-Zélande et si tu avais refait les mêmes crises d'anxiété que tu avais précédemment fait avant de quitter la France? Oui, parce que en fait, j'avais d'autres peurs. Donc déjà, le fait de partir plus loin, ça me faisait plus peur. Enfin voilà, je sais pas, plus t'es loin, plus j'ai l'impression que ça me faisait peur. Et aussi, j'avais quand même de la famille à Montréal. Donc j'avais quand même ce côté rassurant de s'il m'arrivait quelque chose, j'avais quelqu'un qui était là pour moi. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, je connais vraiment personne. Donc ça me faisait un peu peur de me dire, voilà, s'il se passe quelque chose, je dois gérer toute seule. Et en fait, bon, maintenant je me rends compte que j'en suis tout à fait capable, mais c'est sûr qu'avant de partir, tu as toujours des doutes. Et puis après, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, tu as aussi le côté cyclone, tremblement de terre, etc., que nous, on connaît pas trop en France et du coup qui peut un peu inquiéter quand tu es d'un point de vue extérieur. Tu me fais sourire parce que toutes ces peurs que tu es en train de citer, il y en a aucune qui était par contre liée à ta maladie chronique. C'était plus des peurs qui sont liées à la localisation, à la météo, etc. Bah si, c'est beaucoup lié à ma maladie, le fait de me sentir seule, parce que je vais me dire que si par exemple je mange du gluten sans faire exprès et que je vais pas être capable après de me faire à manger moi-même, bah, je vais devoir demander à quelqu'un, est-ce que tu peux faire des courses pour moi, etc. Et en fait, si je connais personne sur place, je vais me retrouver dans une situation délicate. Et en fait, bah, c'est juste des peurs, c'est pas fondé, parce qu'au final, je peux me faire livrer à manger. Même si je mets un mot sur le groupe Facebook, je suis sûre qu'il y a une maman qui m'apportera à manger. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. Mais ouais, non, c'est plus le côté, en fait, j'ai l'impression que le fait d'être malade et du coup d'être plus vulnérable, de plus pouvoir tomber facilement malade, j'ai l'impression que du coup que je vais devoir gérer des situations plus difficiles alors que je suis toute seule. Et du coup, je me sens moins capable d'affronter ces situations en étant toute seule. Donc du coup, cette fois pour la Nouvelle-Zélande, tu as choisi le PVT pour partir. Quels sont pour toi les 3 plus gros challenges liés à la maladie pendant ton PVT? Donc tu viens, je pense, d'en citer un déjà, le fait de pas avoir un entourage quand t'arrives. Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est vrai que en France, je suis entourée par ma famille et mes amis qui sont au courant de ma maladie et qui, du coup, vont pas me juger pour ça et vont complètement même s'adapter à moi. Enfin, si par exemple on doit choisir un restaurant, ils vont me demander à moi quel est le restaurant que je préfère et dans lequel je me sens le plus sécuritaire. Et c'est vrai que bah ici, quand tu rencontres plein de personnes, du coup, t'es amené à devoir te justifier de pourquoi est-ce que tu bois pas de bière ou
pourquoi est-ce que tu peux pas rejoindre ce groupe-là au restaurant. Donc en fait, t'es plus face à ta maladie parce que tu dois l'expliquer plusieurs fois alors que t'as moins besoin en France. Je dirais aussi que je fais beaucoup plus de choses ici parce que du coup, il y a plein de choses à découvrir. Donc tu vas plus faire des randos, partir en week-end, etc. Donc forcément, moi, quand je pars en dehors de chez moi, il faut que je me renseigne, savoir s'il y a des restaurants sur place, ou il faut que je prévoie à l'avance d'avoir, voilà, je prends du pain ou des gâteaux avec moi pour être sûre de toujours avoir quelque chose à manger. Donc en fait, je dois beaucoup plus prévoir ce que je vais manger qu'en France, vu que je fais plus d'activités. Donc en soi, c'est une bonne chose que je fais plus de choses, voilà, super. Oui, voilà, en fait, je pense que c'est ça les principales contrariétés. Ouais. Donc, juste pour résumer, donc toi, ça serait déjà de devoir se justifier et parler de sa maladie plus souvent, puisque tu es amené à rencontrer plus de monde. Et lorsque comme tu vas faire plus de sorties, du coup, ça te demande un petit peu plus d'organisation. Mais est-ce que tu dirais que tout ça, ça vaut vraiment le coup quand même? Oui, oui, bien sûr. Et puis, tu vois, t'as aussi des très belles surprises parce que des fois, justement, t'es face à des personnes qui sont hyper empathiques et qui vont totalement faire un détour pour toi ou s'adapter à toi. Et au contraire, ça va faire hyper chaud au cœur de voir que des personnes que tu connais à peine vont s'adapter à toi. Donc, ça va être au contraire une super surprise. Ou par exemple, aussi, en allant à l'étranger, tu te rends compte que c'est des fois plus facile et du coup, tu découvres aussi des nouveaux restaurants, des nouveaux produits. Donc en fait, en France, tu passes quand même d'une alimentation riche à une alimentation beaucoup plus restreinte. Et en fait, le fait de voyager, du coup, tu réouvres ton alimentation et tu t'autorises à découvrir plus de restos et plus de produits. Donc ça a quand même un côté aussi très positif. J'allais justement te poser quelles ont été les bonnes et mauvaises surprises liées à ta maladie pendant ton PVT de Nouvelle-Zélande. J'ai l'impression que tu viens déjà nous spoiler sur les bonnes surprises. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. À l'inverse, est-ce que tu dirais qu'il y aurait une mauvaise surprise? Au contraire, oui, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes qui sont pas compréhensibles et qui, au contraire, vont pas me faire sentir très très bien vis-à-vis de ma maladie. Et là, du coup, je vais pouvoir le vivre mal et me sentir mal en vivant cette situation, oui. Je suis déjà partie en week-end où, tu vois, on devait partir en voiture et moi, j'avais besoin d'aller au supermarché pour acheter des choses à manger. Et eux préféraient prendre des pizzas à emporter. Et du coup, moi, je me suis retrouvée dans une situation où je disais, désolée, il faut vraiment que je passe au supermarché pour pouvoir manger quelque chose. Et je ressentais que ça allait déranger, quoi. J'ai l'impression que tu devances toutes mes questions. J'allais te poser justement un souvenir spécifique lié à la maladie pendant ton PVT. Ça semble en être un. Est-ce que tu en aurais un autre à nous partager? Après, j'ai des souvenirs d'avoir rencontré d'autres personnes qui ont la même maladie que moi. Donc des fois, c'est assez drôle parce que je me retrouve dans une auberge de jeunesse et puis je vois une fille qui sort son paquet de céréales sans gluten. Et là, direct, la connexion, elle se fait. Et ça fait juste super plaisir de se dire c'est incroyable. Enfin, il y a que quand même 1% de la population qui a cette maladie. Et puis on se retrouve au même moment dans la même auberge. Où tu vois, par exemple, j'ai une copine ici qui habite dans la même rue que moi. Et en fait, sa maman est influenceuse sans gluten sur Instagram. Et je me suis rendu compte que je suivais sa maman avant même de la rencontrer elle. Donc des fois aussi, ça crée des connexions comme ça assez cool. Tu dis quand même, le hasard, il fait bien les choses. Là, l'expression, elle est vraiment appropriée. Ouais, c'est assez fou. En termes d'assurance, parce que bien évidemment en PVT, il est toujours hautement recommandé d'avoir une assurance. Est-ce que toi, tu as dû prendre quelque chose de différent par rapport aux autres PVTistes? Alors non, j'ai pas pris quelque chose de différent parce qu'en fait, ma maladie n'inclut pas des médicaments de l'hospitalisation. Et notamment, c'est les deux questions qu'on te pose quand tu appliques au PVT Nouvelle-Zélande. C'est est-ce que tu as besoin d'une hospitalisation ou est-ce que tu as besoin de médicaments? Et donc voilà, j'ai cette chance dans ma maladie, c'est que ces deux points-là, moi, j'ai pas besoin de les cocher. Donc c'est un peu comme si en fait, si je mange sans gluten, c'est un peu comme si j'étais pas malade. Donc voilà, j'ai cette chance-là dans mon malheur. D'accord, donc du coup, pas d'assurance particulière, pas d'accompagnement spécifique. Est-ce que tu as fait cette erreur justement de manger du gluten et tu as dû avoir des soins ou un traitement pendant ton PVT? Quand j'étais au Canada, j'avais pris une marque d'huile d'olive où il y avait écrit contient des traces de gluten. Et en fait, tu vois, je m'étais même pas dit qu'il pouvait y avoir des traces dans de l'huile d'olive. Donc en fait, j'ai consommé cette huile d'olive pendant un mois et dans tous mes repas.
et je me sentais hyper fatiguée, hyper angoissée. Enfin, tous les jours, j'étais vraiment pas bien jusqu'à ce que je lise l'arrière de mon huile d'olive et que je m'en rends compte. Et en fait, je me sentais vraiment pas bien, j'avais des troubles digestifs et j'avais pris rendez-vous du coup chez un médecin, un gastro-entérologue au Canada. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous médicaux au Canada où j'avais un peu passé toute ma journée sur Internet à actualiser jusqu'à ce qu'il y ait un rendez-vous qui se libère. Et après, j'avais dû louper une demi-journée de travail pour pouvoir y aller parce qu'il fallait vraiment pas que je loupe ma chance. Donc oui, voilà, j'ai dû voir un spécialiste au Canada et j'ai eu de la chance d'avoir un rendez-vous parce que je suis pas sûre que tout le monde ait pu avoir cette chance-là. Ce qui est autorisé au Canada de louper une demi-journée de travail pour aller chez le docteur ou autre. La plupart des employeurs, ils autorisent puisqu'ils savent très bien justement que c'est assez compliqué ici. Je sais pas en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande si c'est la même chose, mais en tout cas, c'est pas comme en France où on doit toujours ramener un justificatif ou des choses comme ça. Non, en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment accessible. Tu peux prendre rendez-vous dans les jours qui suivent. Alors, je sais, parce qu'on a parlé en coulisses, que tu pars prochainement au Brésil en PVT. Est-ce que tu te renseignes déjà en amont sur comment ça va se passer là-haut en termes de trouver du sans gluten? Et si oui, comment tu t'y prends? Alors, je me suis déjà un peu renseignée et je sais que en termes de restauration, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais par contre, pour faire les courses, c'est beaucoup plus simple. En fait, sur tous les produits, il y a écrit no contain gluten ou no contain gluten. Donc, on en contient ou n'en contient pas. Et donc, même sur l'eau, il y a écrit ne contient pas du gluten. Donc, vraiment, là, les courses sont hyper faciles. Tu as juste à lire une seule phrase. Et après, je sais que vu que ce sera pour une longue durée, comme ici en Nouvelle-Zélande ou au Canada, je sais que je vais me prendre un appartement et que du coup, j'aurai aussi le moyen de me faire à manger moi-même. Mais voilà, oui, je sais que ce sera plus difficile au niveau des restaurants au Brésil. Oui. Comment tu as fait pour te renseigner sur ces points-là, justement? Soit les groupes Facebook ou soit aussi sur Instagram. Du coup, tu as des personnes qui ont la même maladie que moi qui partagent leur voyage. Et il y avait notamment une fille qui est partie au Brésil et du coup, je lui avais posé des questions. Elle m'avait gentiment répondu. Et du coup, on s'entraide entre nous. Et Instagram aussi une bonne source de renseignements. En fait, quand on n'est pas concerné, on se rend pas compte, mais il y a plein de comptes sans gluten ou il y a plein de comptes liés à l'endométriose ou au diabète, etc. Donc en fait, il y a plein d'informations. Ouais. Comment tu fais pour trouver sur Instagram, justement, ces comptes? Bah, c'est ça, tu tapes sans gluten et tu trouves assez facilement, ouais. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ta maladie, elle te limite dans tes choix de destination ou à l'inverse, tu choisis ce qui te fait rêver et t'avises ensuite par la suite? Je dirais pas que ça me limite dans mes choix de destination, mais par contre, c'est vrai que j'ai peut-être plus favorisé de rester plus longtemps et du coup avoir un appartement ou un Airbnb où j'ai accès à une cuisine plutôt que être en backpack. Et enfin là, par exemple, je vais partir en décembre visiter l'île du Sud avec une copine qui vient de Montréal d'ailleurs. Et on va partir 20 jours et du coup, il n'y aura pas de souci. Pendant 20 jours, je vais vivre en mode backpack et je vais me nourrir voilà, enfin, de sandwich et de ce que je trouve. Mais c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir une alimentation comme ça contraignante ou un peu mal me nourrir à cause de la maladie pendant trop longtemps. Donc je préfère aussi favoriser de bien manger, de manger sainement pour ma propre santé, pour mon bien-être. Donc voilà, je dirais que c'est pas vraiment le destination, mais plus ce type de voyage que je vais modifier. Mais c'est pas vraiment par contrainte de maladie, parce que c'est possible de faire d'être backpacker en étant sans gluten, mais c'est plus vraiment pour moi en fait, pour ne pas me créer plus de stress, plus de voilà d'anxiété. Oui, parce que ça demande quand même une certaine organisation. Donc, comme tu le dis, si tu bouges fréquemment, tu es constamment dans cette recherche de magasins, de produits, etc. Alors qu'à l'inverse, si tu es un petit peu plus sédentaire. Donc, pourtant, en gros, le PVT, c'est un peu la solution parfaite. Oui, c'est ça exactement. Tu vois, à chaque fois que je vais aller dans une auberge de jeunesse, je vais aller checker sur le booking, est-ce qu'il y a un micro-ondes, est-ce qu'il y a une bouilloire, tu vois, pour voir est-ce que je vais pouvoir manger correctement et pas manger des sandwichs tous les jours, justement. Mais donc c'est sûr, comme tu dis, c'est une recherche d'informations au préalable que des fois je préfère m'éviter pour ma propre sérénité, quoi. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aurais un message ou des conseils que tu aimerais faire passer à une personne qui nous écoute et qui aurait une maladie chronique et qui souhaite partir vivre à l'étranger? Bah, déjà, le premier conseil, ce serait d'être indulgent avec soi-même parce qu'on vit déjà une maladie chronique, donc déjà au quotidien, c'est pas facile. Donc je pense qu'il faut pas se rajouter une pression supplémentaire de
vouloir absolument faire des choses extraordinaires, se donner le temps, en fait, le temps qui est nécessaire et l'accompagnement qui est nécessaire, dont on a besoin. Et après aussi, suite à ça, je pense que il faut aussi pas trop s'écouter, parce que si on écoute nos peurs et nos angoisses, au final, on va rester statique et on va pas passer à l'action. Et au final, c'est cette action-là qui va, au final, effacer toutes nos peurs et nos angoisses, parce que on va voir en fait que dans la réalité, ces peurs et ces angoisses, elles sont pas réelles et qu'on est tout à fait capable de réaliser plein de choses. Donc en fait, juste de les faire, de se faire confiance, de réaliser toutes ces choses et tout se passera bien en fait. Oui, ou soit peut-être écouter ses peurs justement, mais essayer d'avoir un plan en place pour essayer de se dire, bon ben voilà, si j'ai peur, par exemple toi tu disais que tu avais la peur de pas avoir des personnes proches, bon bah je peux essayer d'aller chercher dans des groupes, est-ce qu'il va pas y avoir des personnes avec qui je peux lier d'amitié rapidement pour avoir quelqu'un, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des très bons conseils. Oui, c'est vrai, t'as raison, hein. Vraiment le fait de se renseigner, tu sais, c'est comme le fait de réviser avant de passer un exposé, hein. Plus t'es préparé, moins t'es stressé. Donc oui, t'as raison, se renseigner, c'est un très bon conseil. Mais écoute, on arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais voulu partager aujourd'hui avant que je te pose la question finale? Non, oui, voilà, c'est ça. Juste vraiment, j'espère que ça a donné tout le monde l'envie de partir et d'aller au-delà de sa zone de confort parce que ça vaut vraiment la peine. Et voilà, je souhaite à tout le monde de vivre au-dessus de ses peurs et de pouvoir vivre la vie dont ils ont toujours eu envie de vivre. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ton PVT qui ne te serait pas arrivé dans ton pays natal? Je t'en parlais tout à l'heure. La semaine dernière, il y a eu un tremblement de terre ici en Nouvelle-Zélande. Et en fait, il y en a à peu près un tous les 2-3 jours, sauf qu'on les ressent pas forcément. Et la semaine dernière, il y en a eu un qui était plus fort que d'habitude. J'ai vu vraiment ma maison bouger. Du coup, j'ai commencé à mettre mes chaussures et à partir dans mon salon. Et en fait, mes colocs kiwis étaient dans leur chambre, pas du tout paniqués. Et du coup, je leur ai envoyé un message en disant tout va bien. Ils étaient en mode oui, c'est juste un tremblement de terre, tout va bien. Bon, il était 22h, je suis retournée me coucher. Bon, je suis contente de savoir que tout va bien pour vous et que c'était qu'un tout petit tremblement de terre. Tout va bien, on touche du bois. Une peur en plus qui a checké de ta liste. C'est clair. Maintenant que je l'ai vécu, au final, je me dis ça va. Eh ben écoute, merci beaucoup Aurélie d'avoir pris la place derrière notre micro aujourd'hui. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la fin de ton PVT Nouvelle-Zélande et puis surtout plein de belles choses également pour ton PVT Brésil. Merci beaucoup Kelly. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.